Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment créer un exécutable de notre application. Donc on avait utilisé PyInstaller afin de créer un exécutable et puis ici au niveau du dossier dist, on avait l'exécutable sur lequel on pouvait double-cliquer et on va nous demander le temps qu'on voulait convertir. On peut donner le temps heure, minute à seconde ou bien minute à seconde et puis on avait le résultat où on nous convertissait le temps qui a été entré en secondes. Et lorsqu'on termine, on peut faire entrer pour quitter. Mais à la fin de la vidéo précédente, on a vu qu'il aurait été beaucoup plus intéressant si on avait une interface graphique. Voir la console qui va être ouverte, ça peut faire un peu peur à des gens qui ne s'y connaissent pas en programmation. Donc là, on va aller rapidement et puis on va créer une interface graphique de notre application de conversion de temps. On aura donc une fenêtre. On va mettre un texte qui va dire « Entrer le temps à convertir ». On aura un champ où l'utilisateur pourra entrer le temps, par exemple 1 minute, et puis on va mettre 2 points, et puis 30 secondes. Et on va terminer avec un bouton « Convertir » sur lequel on pourra cliquer, et puis on va afficher une pop-up qui va donner le nombre de secondes après conversion. Également, si on a des erreurs, si l'utilisateur entre du charabia, on va afficher un message d'erreur au niveau d'une pop-up pour dire impossible de convertir le temps. Donc, venons au niveau du code. On va enlever tout le code qu'on a au niveau de converteur et on va laisser uniquement la partie importation. Donc, depuis le module utils, on importait notre fonction convertTime in second. Essayons de cleaner un peu notre dossier. Je vais l'ouvrir et on va retirer le dossier build. Le fichier qui est là, dist, magnifique. Donc tout ceci était en rapport avec PyInstaller. Revenons maintenant à nos moutons. Comment est-ce qu'on va créer notre interface graphique? Il existe au niveau de Python plusieurs librairies GUI, donc des librairies qui permettent de créer des interfaces graphiques. GUI signifie Graphical User Interface. Vous avez par exemple Tkinter que vous pouvez utiliser pour créer des interfaces graphiques en Python. Vous avez PyQuity qu'on peut utiliser. Vous avez par exemple Kivy, on a PySide et puis plein d'autres librairies. Dans cette vidéo, on va utiliser Tkinter. Vu qu'il vient directement avec Python, on n'aura rien à installer. Bien évidemment, dans cette vidéo, on ne pourra pas tout apprendre sur Tkinter. L'idée, c'est de simplement voir les bases afin que vous puissiez vous dire, mais c'est simple de le faire en Python. Ok, donc on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. Afin d'utiliser Tkinter, il va falloir l'importer. Venons au niveau de la console, je vais lancer le shell interactif. On peut importer Tkinter et afin de créer une fenêtre, on va utiliser la classe Ticket. Donc on crée un nouvel objet de la classe Ticket et on aura une fenêtre, comme on peut le voir. Donc à chaque fois que je crée un nouvel objet de type Ticket, j'ai une nouvelle fenêtre. Je vais donc refaire la même chose et regardez, on a une autre fenêtre. On peut donc venir au niveau de notre code. On va utiliser import et importer Tkinter. Assurez-vous de mettre Tkinter avec T minuscule, donc tout en minuscule. Au niveau de Python 2, c'était Tkinter avec un T majuscule. Donc faites attention, c'est Tkinter tout en minuscule. Et on va créer notre fenêtre en créant un objet de type ticket. Donc là, je crée notre fenêtre et puis je la mets au niveau d'une variable fenêtre. Venons donc là et puis on va exécuter notre code. Et vous voyez, malheureusement, notre fenêtre ne s'affiche pas. Donc là, on a bel et bien le fichier qui est là, qui est exécuté. On va mettre un print de hello. Vous allez voir qu'on verra hello, mais malheureusement, on ne voit pas notre fenêtre. En effet, lorsque vous êtes au niveau du shell interactif, il va faire de son mieux pour vous donner un résultat. Si vous mettez 2 plus 2, il fait de son mieux pour vous donner un résultat. Il dit ça fait 4. 4 multiplié par 4, ça fait 16. Mais si vous venez au niveau de votre fichier Python et vous écrivez 4 fois 4, là on n'est pas au niveau du shell interactif, donc rien ne va être affiché. Lorsqu'on est au niveau d'un fichier, si on veut afficher quelque chose, il faut utiliser print. Donc au niveau du shell interactif, il fait de son mieux pour nous donner des résultats, mais au niveau d'un fichier, si on veut afficher quelque chose, il faut être explicite en utilisant print. Donc c'est la même chose ici. Au niveau du shell interactif, lorsqu'on utilise import Tkinter et puis on fait tkinter.ticket, il fait de son mieux pour nous donner un feedback, raison pour laquelle on a notre fenêtre. Mais si on est au niveau d'un fichier, afin de dire qu'on veut afficher notre fenêtre, il va falloir utiliser fenêtre.mainLoop. Ok?
Donc, si vous êtes au niveau d'un fichier, il faut obligatoirement mettre ceci. Sinon, la fenêtre ne va pas être affichée. Donc, on récapitule. On importe TicketInter, on crée notre fenêtre et puis on demande à l'afficher. La méthode mainLoop, elle fait d'autres Mitsubishi, mais déjà, vous allez voir que notre fenêtre va maintenant être affichée. Et Mamma Mia, c'est le cas. On peut ignorer les warnings qui sont là. On va changer le titre de la fenêtre. Au niveau d'un objet de type ticket, vous avez une méthode title qu'on peut utiliser afin de changer le titre de la fenêtre. Nous, on va mettre comme titre convertisseur de temps. On revient là, on réessaie et voilà, on a le titre qui est bel et bien affiché. Comme on l'a dit, on va avoir un texte qui va mettre entrer le temps à convertir. On aura également un champ de texte et un bouton. Au niveau de TicketInter, pour afficher un texte, on va utiliser un objet de type label. Pour afficher un champ de texte, on va utiliser un objet de type entry. Et pour afficher un bouton, on va utiliser un objet de type button. Donc, on aura besoin d'un objet de type label pour le label, un objet de type entry pour le champ de texte et un objet de type bouton pour le bouton de soumission. Donc, tous ces Mitsubishi vont provenir depuis TicketInter. Donc, on peut les préfixer de TicketInter. Le label qui est là, on va lui donner un texte et le texte va être entré le temps à convertir. De cette manière-là. Pour le champ de texte, on veut juste un champ de texte et pour le bouton, on va mettre un texte qui va être convertir. Donc, on crée notre label, le champ de texte et le bouton. Vous allez voir malheureusement, on ne va pas voir nos éléments au niveau de notre fenêtre. Et la raison, elle est toute simple. Lorsqu'on utilise TicketInter, il faut utiliser ce qu'on appelle des gestionnaires d'emplacement afin de placer nos éléments. Donc, il ne suffit pas de créer notre objet de type label, entry, button et tout. Il faut utiliser un gestionnaire d'emplacement pour indiquer comment le placer. Et au niveau de TicketInter, on a 3 gestionnaires d'emplacement. On a Pack, on a Grid et puis on a Place. Pack vous permet d'afficher les éléments les uns à la suite des autres. Donc, on peut afficher les éléments les uns à la suite des autres, comme c'est le cas ici, celui-là, celui-là, celui-là. Ou on peut l'utiliser pour placer les éléments les uns à la suite des autres de manière horizontale également. Donc, avec Pack, on peut placer nos éléments les uns après les autres de manière verticale ou de manière horizontale. En utilisant Grid, par contre, on pourra placer nos éléments comme si on avait une grille. Donc, imaginez, on peut avoir ceci où on a un label et un champ de texte. Un label, un champ de texte. Et puis, disons, un bouton. Donc là, on peut voir comme si on met email et puis on doit mettre notre email. Mot de passe, on doit mettre notre mot de passe. Et puis ici, le bouton. Avec Grid, on pourra voir comme si on avait une grille. Ici, on va dire qu'on a 2 colonnes et puis 3 lignes. Donc voici la première ligne, la deuxième, la troisième. Et puis la première colonne, la deuxième colonne. Donc avec Grid, on pourra placer nos éléments comme si on avait une grille. Pour dire que lui, on va le mettre au niveau de la première ligne, deuxième colonne. Lui, on va le mettre au niveau de la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, on utilise Pack pour mettre les éléments les uns après les autres de manière verticale ou horizontale. Mais on peut utiliser Grid par contre pour placer les éléments comme si on avait une grille. Place par contre, il permet de placer les éléments de manière absolue. Donc, on peut dire qu'on veut placer notre élément à telle position, à telle coordonnée X et Y. Donc, il permet de placer les éléments de manière absolue. Nous, dans notre cas, on va utiliser Pack, vu que les éléments sont placés les uns après les autres. Généralement, si on a quelque chose de très complexe, on va utiliser Grid, vu qu'il permet de gérer ceci très facilement. Vous pouvez voir n'importe quelle interface comme une grille. Si on regarde ceci, c'est une grille également de 3 lignes et puis une seule colonne. Donc, première ligne, deuxième, troisième. Et puis, voici notre seule colonne. Donc, assez parlé. On pourra dire qu'on a créé notre label, on va donc le placer avec Pack. On a créé notre champ de texte, on va le placer avec Pack. On a créé notre bouton, on va le placer avec Pack. Donc, nos éléments vont être placés les uns après les autres de manière verticale. Vous allez voir, on vient là, on teste. Et Mamma Mia, voici, on a notre label, notre champ de texte et notre bouton. Encore une fois, c'est important.
si on n'utilisait pas de gestionnaire d'emplacement, l'élément va être créé, mais il ne va pas être placé. Donc, on ne verra pas le label vu qu'on n'a pas utilisé grid, placer ou pack. Magnifique. Maintenant, il va falloir faire quelque chose lorsque l'utilisateur va entrer le temps et cliquer au niveau du bouton. Déjà, essayons de faire quelque chose si on clique au niveau du bouton. Ça va être un jeu d'enfant. On vient au niveau de la définition de notre bouton et on va rajouter command de cette manière. Donc, au niveau de votre bouton, si vous mettez command, vous allez indiquer une fonction qui va être appelée lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Donc, nous, on peut définir une fonction qu'on va appeler, disons, convertir. Pourquoi pas, je vais mettre les noms en anglais. Donc, lui, on va l'appeler window pour dire fenêtre. Le texte en français, là, c'est bon. Notre fonction, on va l'appeler handle convert button click. Donc, on va gérer lorsqu'on va cliquer sur le bouton de conversion. Pour l'instant, je vais afficher hello. Donc là, regardez, je vais mettre notre fonction et bang. Donc, je dis, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va appeler la fonction qui est là. Donc, on met command pour dire, lorsqu'on clique sur le bouton, on va appeler notre fonction. On vient là, on exécute le code. Je clique au niveau du bouton et vous voyez, on a hello. Donc, remarquez, je n'ai pas eu à mettre des parenthèses ici. En effet, si j'avais mis des parenthèses, la fonction allait être appelée automatiquement. Regardez. On peut voir hello à ce niveau-là. On a hello qui est automatiquement affiché. Donc, nous, on ne veut pas appeler la fonction dès le départ. On veut l'appeler uniquement lorsqu'on va cliquer au niveau de notre bouton. Donc, on donne simplement une référence vers notre fonction. Et lorsqu'on va cliquer là-dessus, notre ami Tkinter va rajouter les parenthèses pour appeler la fonction. C'est pourquoi je n'ai pas mis de parenthèse ici. On peut donc venir là, on réessaie. Je clique et on a hello. Maintenant, nous, on veut récupérer la valeur qui est là et faire quelque chose avec. Pour récupérer la valeur d'un champ de texte, donc d'un élément de type entry, on peut utiliser une méthode qui a pour nom get. Donc, je vais mettre ceci au niveau d'une variable. Je vais l'appeler, disons, time entry. La plupart du temps, lorsque je veux nommer mes variables, je vais mettre, disons, premièrement, quelque chose qui décrit ce que fait notre composant graphique et je vais terminer avec le type de composant. Par exemple, si je voulais nommer le label qui est là, je pouvais mettre title, disons, label. Et lui, je vais mettre par exemple convert button. Donc, le fait de donner le type à la fin, ça me permet, même si on a un long code, de savoir exactement le type de composant. Là, je peux savoir que on a un bouton. On va faire CTRL-Z et puis on va enlever les variables pour label et button, vu qu'on ne va pas les utiliser. Donc, si on clique sur le bouton, on veut prendre notre champ de texte et récupérer la valeur. Donc, on peut utiliser notre variable qui représente notre champ de texte et appeler une méthode get qui permet de récupérer la valeur qui a été entrée. Vous allez voir, ça ne va pas marcher, mais je vais vous le montrer par la pratique. Essayons de mettre quelque chose, on clique et mamma mia, on a une erreur. On nous dit on n'a pas d'attribut get, regardez, on n'a pas d'attribut get au niveau d'un objet de type none. Donc, c'est comme si time entry a comme valeur none. Essayons de voir, on va afficher time entry et voir c'est quoi la valeur. On vient là, on exécute le code et vous voyez, on a bel et bien none. En réalité, pourquoi on a none? Si on n'avait pas mis le pack, au niveau de time entry, on aura notre objet de type entry. Donc là, on ne peut pas bien le voir, mais ça va être un objet de type entry. On peut le prouver, on va demander le type et on voit qu'on a un objet de type Tkinter entry. Mais le problème, c'est que si vous utilisez pack, il retourne none. Donc ici, vous aurez none. Donc là, on va mettre notre objet au niveau de la variable. Et puis après, on peut utiliser pack. Comme ça, ce qui est au niveau de la variable, c'est un objet de type entry. On n'aura pas none. On ne va pas donc faire ceci. Si vous voulez donc mettre votre objet au niveau d'une variable,
vous allez décomposer, mettre par exemple la variable, comme ça on n'aura pas none, et puis après on peut utiliser pack, grid ou place sans problème. Nous on va revenir à ceci, vu qu'on n'utilise pas de variable là, mais pour time entry, on avait besoin de notre objet, donc on le met au niveau de la variable et on utilise pack. Donc maintenant là, ça va être notre objet, on utilise get pour récupérer la valeur. On vient là, j'exécute le code, je mets du charabia, on fait convertir, il va appeler notre fonction, elle récupère la valeur au niveau de notre champ de texte et on l'affiche. La valeur c'est S 4 fois, et puis regardez, on a la valeur. Si je mets 01, 22, on a 01, 22. Donc quelque chose de très important. Ici, on a défini notre fonction, mais elle ne va pas être appelée automatiquement. On définit simplement notre fonction, on la crée. C'est lorsqu'on va cliquer sur le bouton qu'on va maintenant l'appeler et puis on va exécuter le code qui est là. Donc à cette étape-là, on n'a pas encore créé time entry, mais on n'a pas encore exécuté notre fonction. Tout le code va être lu et lorsque l'utilisateur va maintenant cliquer sur le bouton, on va appeler la fonction. Mais à cette étape, on aura déjà créé notre champ de texte et tout pourra marcher sans problème. Donc si on peut récupérer le temps qui a été entré, ben, il va falloir maintenant utiliser notre fonction utilitaire. On lui passe le temps et on va faire la conversion. Donc on peut utiliser notre fonction, on lui passe le temps qui a été entré et on va afficher le nombre de secondes. On vient là, on exécute le code, je mets 1 minute 30 et on verra 90 au niveau de la console. Et bang 90. Je mets 1 heure, on verra 3600. Et voilà le travail. Maintenant, nous, on ne veut pas l'afficher au niveau de la console. On veut l'afficher au niveau d'une pop-up. Au niveau de Tkinter, on peut utiliser un module qui a pour nom message box. Donc, je vais mettre message box. Si vous regardez la documentation de message box, on peut l'utiliser pour afficher un message d'info avec un bouton OK, un message d'erreur, un message de warning et plein de michubuchu. Donc, on peut utiliser show info. On va donner le titre qu'on veut avoir ici. On va donner le message qu'on veut mettre. Donc là, c'est le titre. Là, c'est le message. Et puis, on peut passer d'autres options. Pour les erreurs, on a show error. Pour le warning, show warning. Et puis, plein d'autres méthodes. Donc, nous, on va utiliser show info. Le titre, on va mettre résultat. Le message va être le nombre de secondes obtenues après conversion. Donc, on peut utiliser les f-strings. Je vais mettre des accolades. On cache la sidebar. Je peux le mettre au niveau de plusieurs lignes pour simplifier la lisibilité. Donc, on va mettre le nombre de secondes obtenues et on rajoute secondes. Pourquoi pas, on peut mettre le temps qui a été entré. Par exemple, 1 minute 30. On met une flèche et on va dire ça fait X secondes. On peut enlever le print et bang. Donc là, ça va nous afficher un message d'info avec le titre qui est là et le message va être par exemple 1 minute 30. Ça fait 90 secondes. Venons au niveau du navigateur. Bon, au niveau de la console, on exécute le code. Je mets 1 minute 30. On valide et mamma mia, on a une erreur. On nous dit que Tkinter n'a pas d'attribut message box. Donc là, je voulais vous le montrer explicitement. Si on veut l'utiliser, il faut l'importer de cette manière-là. Il faut mettre, par exemple, import tkinter.messageBox. OK, pour pouvoir utiliser ceci. Vous allez voir maintenant, on n'aura pas de problème. On met 1 minute 30. Et voilà, 1 minute 30 fait 90 secondes. Au niveau de mon Mac, l'icône info ne s'affiche pas. De la même manière, on ne voit pas le titre. Probablement au niveau de votre Windows ou Linux, peut-être ça va s'afficher. Mais si on met du charabia, qu'est-ce qu'on a? On peut voir qu'on a une erreur. Donc de la même manière que dans la vidéo précédente, on avait géré les problèmes. On va utiliser un bloc try except pour dire on va tenter de convertir la valeur. Mais si on a un quelconque problème, là on a vu qu'on a une erreur, une exception de type value error. Donc si une exception de type value error est levée, on va afficher un message
Cette fois-ci, de type erreur. Le titre, ça va être erreur de conversion. Et le message va être impossible de convertir le temps. Et puis on met le temps qui a été entré. Donc si on a un quelconque problème, on affiche un message d'erreur pour dire on n'a pas pu convertir le temps en question. On vient là, on réessaie. Je mets 1 minute 30. Tout est bon. Je mets du charabia. Vous voyez, impossible de convertir le temps et on met le temps qu'on a eu à entrer. Si vous regardez notre message box, ceci est affiché, mais ce n'est pas lié à la fenêtre. On le voit affiché au centre. J'aimerais qu'il puisse rester lié à notre fenêtre, qu'il s'affiche de manière liée à la fenêtre. On peut venir au niveau de Show Info ou bien Show Error. On peut rajouter une option Parent et on va mettre Window. Là, je vais faire pareil. Pour dire que pour nos deux messages en box, la fenêtre Parent, ça va être notre fenêtre qu'on a eu à créer. Donc, notre fenêtre qui va être créée, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va l'utiliser comme fenêtre Parent de nos deux messages box. On vient là, on exécute le code, on met du charabia et vous voyez, maintenant le message box est associé à la fenêtre. On met 1 minute 30, on valide et voilà, tout est bon. Pour ce qui est des importations, on aurait pu le faire autrement. Je pouvais dire, depuis Tkinter, on veut importer label, button, entry et puis ticket. Généralement, je les mets en ordre. Donc, on met button, le B, le E, le L et le T. De la même manière, depuis Tkinter, on va importer message box. Donc là, on pourra mettre simplement message box. Et là, on peut mettre directement ticket, label, entry et button. On n'a plus besoin de les préfixer vu qu'on a importé tous nos Mushibushi. On va réessayer. On met hello, on aura un problème. Magnifique. On met 1 minute 30, on aura 90. Mamma mia. Donc là, je vous avais dit que main loop, ça nous permettait d'afficher notre fenêtre, mais également, ça nous permet de démarrer ce qu'on appelle l'event loop. Vous avez vu, lorsqu'on clique sur le bouton, on appelait la fonction handle convert button click et elle faisait le travail. Ben, c'est l'event loop qui permet de gérer ceci. Donc, lorsqu'on affiche la fenêtre, oups, je vais corriger le problème. Lorsque la fenêtre est affichée, on va démarrer une boucle principale qui va écouter les différents événements. Donc, le redimensionnement de la fenêtre, le clic sur un bouton et tout. Donc, tout ceci est géré par main loop qui affiche la fenêtre, mais qui va démarrer l'event loop qui va écouter les différents événements. Clic sur un bouton, redimensionnement, si on sélectionne quelque chose. Et quand un événement va se produire, si vous avez indiqué qu'il faudra faire quelque chose, par exemple, à l'événement click, on veut appeler la fonction qui est là, ben, elle va être appelée et puis votre code va être exécuté. Essayons donc de créer un exécutable pour notre nouvelle application GUI. On va utiliser la même commande, donc PyInstaller converter.py qui est le nom de notre fichier. Et puis on rajoute OneFile pour dire qu'on veut un unique exécutable. On va patienter un peu. Si vous ne savez pas comment utiliser PyInstaller, je vous inviterai à regarder la vidéo précédente où nous avons eu à voir tout cela en détail. Mais là, je peux double-cliquer. On fait OK. Et voilà, on a maintenant notre interface. On peut même ici, dépendamment du système d'exploitation, là j'ai un Mac et au niveau d'un Mac, vous avez des exécutables de cette manière-là. On peut générer la même chose. Je vais retirer dist, spec et puis ceci. On peut rajouter une option qui est window. Je ne sais pas comment prononcer, mais vous allez voir au niveau d'un Mac,
ça va vous rajouter un fichier application pour Mac. On va regarder au niveau de dist. On a maintenant un fichier application de Mac. Donc, je peux le déplacer au niveau de application. Et maintenant, j'ai mon fichier application converteur. Je peux le rechercher au niveau de toutes mes applications. Et en cliquant là-dessus, on peut voir notre application. On met tout le charabia. OK. On met également 1 minute 30 et on voit que tout marche. Je peux même changer l'icône. Donc, je vais enlever l'application. Je vais rajouter un dossier. On peut l'appeler ressources. Vous n'êtes pas obligé de créer le dossier, mais j'aime le faire. Et je vais mettre 2 fichiers. Donc, j'ai un fichier logo.png et puis un fichier logo.ico. Au niveau de Windows, je pense qu'il faut un fichier .ico. Il faudra vérifier après au niveau de la documentation. Mais au niveau de mon Mac, je peux utiliser le fichier PNG. Mais si vous avez besoin d'un fichier qui a l'extension .ico, vous pouvez chercher en ligne comment convertir un PNG en ICO ou bien un JPEG en ICO. Là, je peux enlever le fichier .ico, je vais garder le fichier PNG et il s'agit du logo des Teachers du Net. Donc, je vais réexécuter la même commande, simplement que je vais rajouter --icône et puis on va mettre l'icône en question qui va être dans le dossier ressources et qui a pour nom logo.png. Donc, si le fichier était directement dans le même dossier, j'aurais pu mettre directement logo.png sans rajouter ressources. Si vous venez au niveau de la documentation de PyInstaller, tout est détaillé. On vient au niveau de documentation, HTML. Je cherche Windows de cette manière-là. On va le copier et le rechercher ici. Magnifique. Vous allez voir, on nous dit qu'on peut mettre --window et puis il va nous créer un exécutable et puis il va nous créer un fichier app et ça c'est l'extension qu'on a pour les fichiers applications au niveau d'un Mac. On peut rajouter une icône avec --icône. On peut les mettre dans un dossier ressources et pour chaque option, vous avez comme un raccourci. Je pense que pour --icône, on peut mettre -i comme on peut le voir. Pour --window, on peut mettre -w. Et si on recherche one file, je vais rechercher -one file. Je suis en train de voir est-ce qu'on a un shortcut. On peut voir qu'on peut mettre -f avec un F majuscule. Donc là, on aurait pu mettre, je vais tout enlever. J'aurais pu mettre -w pour Windows. -i pour l'icône et puis on va dire l'icône, tu peux venir au niveau de ressources, logo.png et -f pour un seul fichier qui est la même chose que -one file. On patiente un peu et vous allez voir, on aura maintenant une icône pour notre fichier application. Et regardez, on a le logo des Teachers du Net. Si je veux, je peux le déplacer au niveau de application comme j'ai eu à le faire. Mais regardez, tout marche. On met 1 minute 30 et voilà le travail. Donc, on allait choisir une icône où on n'a pas de fond noir. Sinon, ça fait un peu bizarre, mais vous voyez déjà que ça marche à la perfection. Donc, voilà aussi simplement comment créer une application avec interface graphique. Encore une fois, là, on n'est pas rentré dans les détails, mais l'idée, c'était de vous montrer que ce n'était pas vraiment compliqué. Donc, comme petit challenge, vous pouvez décider de convertir le code qui est là en sa version orientée objet. Je vais vous le laisser comme petit exo. Et pour ceux qui l'auront fait, vous pourrez mettre ceci en commentaire. J'ai eu à faire une formation sur l'orienté objet en Python. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez taper programmation orientée objet Python, Teacher du Net. Et il y a une série de 11 vidéos. Donc voilà, les gars et les go. On va s'arrêter là dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer un exécutable web. Donc, un exécutable pour notre application, mais au niveau qui va s'exécuter au niveau du navigateur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné également, c'est le moment de le faire afin d'être notifié à la publication de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était une and take care. Peace.